Merci à l'équipe de Dan pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici à Paris. Effectivement, je vais vous parler de cricothyroïdotomie. Il y aura un petit peu moins d'évidence robuste avec des études randomisées contrôlées chez l'humain, parce que, comme vous pouvez bien l'imaginer, ce sont des études qui sont impossibles à réaliser. Néanmoins, il y en a sur des modèles qui sont intéressants, et j'espère vous montrer un petit peu des choses intéressantes dans le domaine. Alors, j'ai un certain nombre de conflits d'intérêts. On reçoit pas mal d'argent dans une fondation à but non lucratif qu'on a créée avec un certain nombre de collègues de Suisse, et on organise régulièrement des cours. Donc je ne vous ai pas listé les fabricants qui nous donnent des produits de voie aérienne, mais il y en a beaucoup. Ceci dit, on réinvestit tout cet argent dans la recherche. Et donc quand on est là, vous verrez que c'est l'avis aussi, il y a un conflit d'intérêt dans ce que je vais vous dire, parce que l'avis d'experts dans ce domaine, il est assez important, et ce que je vais vous dire reflète un peu notre philosophie à Flava, mais on n'est pas toujours tendre, même avec nos propres membres, parce que vous avez ici le professeur Ravussin, l'inventeur de l'aiguille de Ravussin que vous connaissez probablement toutes et tous, et puis on en est bien revenu de cette aiguille, et vous allez voir quelques données là-dessus. Alors, première question qui m'a été posée, c'est quand? La deuxième, c'est comment? Alors la première, elle est un peu plus facile à répondre que la deuxième. Je dirais quand? C'est assez simple. Finalement, c'est la situation, je vais parler que de celle-ci, c'est la situation où vous n'avez pas réussi à gérer la voie aérienne par tous les moyens qui sont connus, et donc vous êtes dans une situation où l'intubation a été impossible et l'oxygénation, donc également la ventilation, était impossible. Dans la littérature anglophone, on appelle cette situation CICO ou CAICO ou KICO, si on veut le dire avec l'accent français. Donc je vais me référer à ce KICO pour parler de cette situation qui est la situation qu'on redoute. Et puis je vais parler de FONA, parce que c'est également le terme que vous trouvez dans la littérature anglophone, c'est Front of Neck Access, c'est-à-dire c'est la voie de sauvetage antérieure. Vous allez sur le devant du cou, et au fond ça se réfère le plus souvent dans mon topo, ça sera donc la cricothyroïdotomie de sauvetage. Alors, vos recommandations formalisées d'experts de 2017 l'évoquent dans cette situation de l'algorithme où vous avez, c'est l'algorithme de l'oxygénation, vous avez une ventilation au masque qui est inefficace et où vous avez eu un échec d'intubation. Les recommandations d'experts, sauf erreur, étaient assez floues sur la technique à utiliser en 2017. Elles ne recommandaient pas une technique particulière. Donc je pense que le topo, il est pas mal parce que ça va vous donner un peu ce qui se fait, ce qui se pense, ce qui s'étudie à travers la planète depuis une dizaine d'années. Alors, quand est-ce que ça survient, ces situations de CAICO? On a des données de grands registres audits rétrospectifs, le meilleur étant celui du Royaume-Uni qui a eu lieu en 2011. Donc, c'est l'étude, ce qu'on appelle les audits nationaux numéro 4 au Royaume-Uni, qui était par Tim Cook comme auteur principal, qui a été publié en 2014, sauf erreur. En gros, on trouvait une incidence de 1 sur 50 000. C'était possiblement surestimé, ces situations de Kiko 1 sur 50 000, mais il faut voir aussi la population, et vous voyez la dernière étude qui avait regardé des patients d'ORL. Alors chez les patients ORL, l'incidence de ces situations est beaucoup plus élevée, de l'ordre de 1,6 cas sur 1000 anesthésies. Alors c'est très important parce que c'est une situation qui, si elle est mal gérée, peut être fatale, bien entendu. Alors, au-delà du quand, il y a le timing aussi qui est très important. Donc, j'élabore un tout petit peu sur le quand, on voit bien quand il faut le faire, mais le timing pose un certain nombre de problèmes. On sait, de par l'analyse de cas, de situations, notamment le grand audit anglais de 2011 dont je viens de vous parler, que très souvent, dans ces situations de crise, de stress, on a un impact sur nos performances et on a ce qu'on appelle une perte de conscience de la situation. On a une tunnelisation attentionnelle, c'est-à-dire qu'on se fixe en général sur une solution et très souvent c'est l'intubation, donc avec des tentatives répétées d'intubation qui peuvent causer des dégâts et qui aggravent la situation plutôt que de la solutionner, et puis qui en plus vous faire perdre un temps précieux et ne pas finalement réussir à réaliser que vous êtes dans une situation de Kiko, donc il y a une certaine réticence qui se produit à déclarer la situation de Kiko, et puis une réticence à recourir à ces techniques de sauvetage qu'on maîtrise mal et qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et en fait, en plus, du point de vue technique, il y a un manque de compétences, de connaissances du matériel.
Je ne sais pas si vous savez tous quel est le matériel que vous avez dans le dernier tiroir du chariot d'intubation, celui qu'on ne veut jamais ouvrir, mais on n'est pas très familier avec ce matériel, et puis on n'est pas très familier avec la procédure technique elle-même, donc on est peu compétent. Et en fait, ce qu'on a vu aussi dans ces études, c'est un taux d'échec très important quand on réalise la cricothyroïdotomie à l'aiguille, qui était souvent la première technique privilégiée par les anesthésistes. Alors c'est important de réaliser, ça c'est une philosophie qui arrive dans les algorithmes, dans les recommandations depuis quelques années, qu'il faut anticiper cette situation au fur et à mesure qu'on gère une voie aérienne pour laquelle la situation se dégrade, c'est-à-dire pour laquelle on a des échecs successifs des diverses techniques qu'on utilise. On devrait penser à la cricothyroïdotomie bien avant. Et c'est la philosophie que Nicholas Crimes d'Australie, dans le Vortex, propose. Il propose que rapidement, au fur et à mesure que les tentatives de sécurisation des voies aériennes échouent, on devrait se préparer à avoir une situation de KICO et à faire un accès de sauvetage. Et au fond, c'est un peu comme prêt, partez, go. On devrait être prêt après quelques échecs d'intubation ou déjà des difficultés de ventilation. On devrait demander à quelqu'un d'ouvrir le set et d'être prêt à faire le geste pour que quand on le décide, il n'y a plus qu'à le réaliser. Et ça, c'est la philosophie qu'on a essayé de mettre aussi. Je vous montre ici l'aide cognitive à gauche et puis l'algorithme de l'intubation difficile non prévue à droite de notre fondation. On vient de réfléchir pendant 2 ans à ces aides cognitives, à ces algorithmes. Vous voyez qu'ils sont là pour vous aider à réfléchir avec peu d'informations dans des situations de stress. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être de vous les présenter un peu plus en détail quand ils seront publiés. Ils sont en soumission et en révision actuellement. Mais l'important, c'est que vous réalisiez qu'il y a un cercle, avant d'arriver au plan rouge ici, qui est l'oxygénation de sauvetage, il y a un cercle dont l'intensité du rouge augmente en tournant au fur et à mesure autour des différents plans pour indiquer ce priming, cette préparation au plan de FONA qui devrait être fait au cours de la gestion des voies aériennes au-dessus au fur et à mesure qu'on rencontre des échecs. Donc je pense que ça, c'est un message important, c'est anticiper ces situations au fur et à mesure qu'on gère une voie aérienne qui devient difficile. Alors comment? Peut-être juste avant de parler du comment, je pense que c'est important de vous montrer quelques rappels anatomiques fondamentaux. D'abord, la topographie de la membrane, eh bien, elle se trouve au-dessous du cartilage thyroïde, au-dessus du cartilage cricoïde. Elle a une forme de pyramide tronquée inversée. Et elle a à peu près des mesures entre un peu moins de 1 cm et un peu moins de 2 cm en hauteur, et à peu près la même chose en largeur. Elle se trouve entre les deux muscles crico-thyroïdiens. Si on regarde un tout petit peu l'anatomie vasculaire de la région, parce que c'est ça qui nous fait peur aussi, vous avez à gauche les vaisseaux superficiels, ce sont des veines, et vous voyez que la ligne médiane, elle est relativement libre ici. Ici, elle est relativement libre de tout vaisseau si vous restez bien médian. Il y a des petites veines qui s'appellent les veines jugulaires antérieures, mais qui en général se trouvent à 1 cm de la ligne médiane. Il peut y avoir des variations anatomiques. Et puis, si vous regardez les plans plus profonds, alors vous avez les gros vaisseaux que vous connaissez bien, ils sont assez latéraux, ceux-là. Par contre, il y a l'artère cricothyroïdienne, ici, et la veine cricothyroïdienne, qui est une petite branche de l'artère thyroïdienne et de la veine thyroïdienne, et qui, en fait, se chemine juste au-dessus de la membrane. Donc, le message, c'est que si vous identifiez bien la membrane... J'arrive pas à tourner, j'arrive plus à avancer. Voilà. Si vous identifiez bien la membrane, l'idée, c'est que vous la coupiez dans la partie inférieure. Je ne sais pas, il y a un petit délai entre l'appui, je suis désolé. Donc dans la partie inférieure, si vous pouvez, pour éviter ces vaisseaux qui se trouvent dans la partie supérieure. Ce n'est pas toujours facile, vous êtes déjà content si vous trouvez la membrane, mais c'est quand même des notions anatomiques à connaître. Alors, le repérage. Le repérage, classiquement, on le fait manuellement, en palpant le cartilage thyroïde, en palpant le cartilage cricoïde. Et ça, c'est la pratique est probablement facile dans une majorité de patients, mais il y a des patients chez qui c'est extrêmement difficile. En particulier les obèses, et en particulier, il y a des imprécisions chez la femme. Parce que la femme, chez les patientes femmes, on trouve en fait
souvent une erreur de localisation. On pense qu'on est sur le thyroïde, le cartilage thyroïde, puis en fait c'est le cricoïde qu'on identifie. La pomme d'Adam chez la femme est en fait la partie la plus proéminente, c'est le cartilage cricoïde et non pas le thyroïde. Donc il peut y avoir des erreurs. Et alors il y a encore plus d'erreurs chez la patiente obèse, enceinte. Voilà. Ça c'est la situation très difficile pour repérer la membrane. En conclusion, depuis quelques années, on a développé des techniques d'échographie pour repérer cette membrane. Et ce que je vous recommande, c'est que quand vous avez une voie aérienne difficile anticipée, vous savez qu'elle va être difficile, vous avez préparé votre stratégie, eh bien avant tout, vous repérez la membrane avec échographie. Vous avez en gros, cette méta-analyse le montre, 2 fois moins de risque de vous tromper de localisation si vous le faites avec l'échographie que si vous le faites avec la palpation manuelle. Donc l'échographie devient aussi, c'est une sonde linéaire, il y a 2 méthodes. Vous pouvez soit le faire avec une méthode transverse, c'est ce qu'on appelle le TACA, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis à droite, vous avez la méthode longitudinale qu'on appelle aussi le collier de perles, bien décrit par Christensen dans les années, au milieu des années 2015 à peu près. Ensuite, une fois que vous avez repéré cette membrane, comment faire la technique? Comment faire le geste de cricothyroïdotomie? Alors, grossièrement, on peut distinguer 3 façons de le faire. À gauche, avec des petites aiguilles, des aiguilles de petit diamètre, en y associant plus ou moins la jet de ventilation, avec des aiguilles de gros diamètre, c'est-à-dire de plus que 4 mm, qui sont soit une canule montée sur une aiguille, ou bien à l'aide de la technique de Zeldinger, ou bien vous avez encore la dernière technique, qui est la technique chirurgicale, avec passage d'un tube orotrachéal de petit diamètre ou un tube de trachéostomie qui est prévu pour. Alors moi, je suis curieux de savoir qui utilise la première technique. Petite aiguille, type ravussin, type autre canule, il y en a pas mal. Quelques personnes, oui, quelques personnes. Qui utilisent la deuxième technique, qui est le quick track, par exemple, les grosses aiguilles montées, ouais, un peu plus. D'accord. Et qui utilise la troisième technique, la méthode chirurgicale? Un petit peu moins. Il y a pas mal de gens qui ne se sont pas prononcés. Peut-être vous ne savez pas ce qu'il y a en bas ou vous n'osez pas répondre parce que vous n'êtes pas certain. Méthode chirurgicale aussi pour Jacques. Alors, on va revoir un peu ce qu'on sait sur ces techniques. Mais d'abord, voyons un peu ce que devrait être la technique idéale. La technique idéale, elle devrait être rapide. Elle doit avoir un bon taux de succès, elle doit avoir peu de complications, elle devrait être facile à apprendre, à maîtriser, avec quelques étapes simples seulement, et elle devrait protéger contre l'inhalation bronchique et permettre une ventilation, en plus de l'oxygénation. Ça serait la technique idéale. Mais il y a pas mal d'auteurs qui s'accordent à dire que tous ces critères ne sont remplis qu'avec une seule technique, c'est celle où on utilise un bistouri. Donc c'est la technique de droite. Alors, je vais m'efforcer à vous montrer que je partage cet avis avec ce que l'on connaît de la littérature. Alors prenons la première technique, petite aiguille, type ravussin ou canule intraveineuse de large diamètre, 14 gauge, ou une canule de Ventrain, on en parlera un tout petit peu. Alors, le problème de ces canules, c'est que la littérature nous montre qu'elles sont peu efficaces. En fait, dans l'audit anglais, elle avait été tentée chez 19 patients, il y avait 12 échecs, donc 2 tiers d'échecs, c'est quand même pas terrible. Et puis 7 échecs, la plupart sont récupérés finalement par une technique chirurgicale. Les problèmes, c'est la malposition de la canule, c'est la mauvaise utilisation du matériel ou de la technique, et puis c'est la défaillance du matériel. Il y a beaucoup de kinking, elle se plie, et puis on peut plus oxygéner. Et puis, chez l'obèse, c'est vraiment une technique qui n'est pas du tout efficace. Ensuite, elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses parce que là, il y a eu une méta-analyse qui avait été faite de 44 articles sur des case reports, des petites séries, mais ça représente quand même 428 procédures où elle est utilisée dans une situation de KICO. Eh bien, vous avez 51% de complications lors de l'utilisation de la canule avec la jet de ventilation. Vous avez des voies aériennes supérieures qui sont obstruées, vous mettez une canule et vous mettez une surpression, donc vous allez avoir des barotraumas et vous allez avoir également diverses complications locales. Donc c'est quand même une technique qui est dangereuse dans la moitié des cas et ne fonctionne pas dans les 2 tiers des cas.
je pense qu'on est en droit de dire qu'on peut peut-être l'oublier. Alors, si on utilise ces canules avec un système Venturi, le Ventrain, qui permet, peut-être vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, il y a peut-être un stand qui le présente ici, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit outil voilà, avec un haut flux d'oxygène qui vous permet d'alterner le passage du flux ici. En levant le pouce, en appuyant le pouce, vous insufflez. En levant le pouce, vous faites une exsufflation du poumon, une expiration active, en fait, comme vous voyez sur la vidéo. Et donc, vous évitez les surpressions. Donc, ça pourrait être, en tout cas, si vous utilisez une canule de petit diamètre dans ces situations, utilisez-le avec ce type de système et pas avec la jet de ventilation. Alors, qu'en est-il des grosses canules? Des grosses canules montées sur aiguille. Alors là aussi, il y a de la littérature. Vous avez des kits, là, il y en a d'autres, hein, mais le Quick Track, on l'avait également chez nous il n'y a pas si longtemps, et c'était un device assez populaire. Alors ce qui a été montré là, c'est qu'il y a environ 63% de lésions trachéales ou paratrachéales quand on utilise ça dans des situations d'urgence de Kiko. Vous avez ici une photo, un exemple. Ce que vous voyez, c'est que la trachée a été lacérée plusieurs fois, puis finalement la canule, elle est là, en paratrachéale, avec le ballon qui est gonflé dans les tissus mous. Donc ça, c'est certainement une photo post-mortem. Voilà, donc peu efficace et dangereux. Qu'en est-il de la technique de Zeldinger? On peut placer des grosses canules avec une technique de Zeldinger. Ça, c'est assez attractif pour les anesthésistes parce qu'on a l'habitude de cette technique. Alors, il y a effectivement des points positifs. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur des modèles ou sur des cadavres. On sait que, comme on est familier avec cette technique, on a un peu plus de facilité à utiliser, même s'il y a plusieurs étapes qui parfois sont compliquées. Et puis, il y a moins de complications qu'avec la technique où la canule est montée sur une grosse aiguille, comme celle que je vous ai montrée. En revanche, il y a les points négatifs, et les points négatifs, c'est qu'elle est plus lente. Elle est clairement plus lente, d'environ 1 minute à plus que la technique chirurgicale. Et il y a un peu plus d'échecs qu'avec la technique chirurgicale. Donc, elle est plus fiable que les autres techniques qu'on a vues jusqu'à présent, mais néanmoins, avec plus d'échecs qu'avec la technique chirurgicale. Donc j'en viens à la technique chirurgicale qui, pour moi, devrait être la technique qu'on enseigne, même si on est un peu réticent comme anesthésiste. Il y a différentes techniques qui ont été décrites. Je vais vous en montrer une qui est simple, avec un minimum d'étapes, et qui est proposée depuis maintenant quelques années par la Société de la voie aérienne difficile du Royaume-Uni. Alors, il y a quand même encore des débats, hein, c'est quelle technique exactement utiliser, et puis quelle incision cutanée, je vais vous en parler un petit peu, est-ce qu'il faut faire une incision verticale ou une incision transverse? Alors, la Difficult Airway Society a eu au moins le mérite de clarifier les choses. On clarifie deux situations. Vous avez une membrane qui est bien identifiable et qui est palpable, ou vous avez une membrane cricothyroïdienne qui n'est pas identifiable et qui n'est non palpable. Et la technique diffère un peu, la technique chirurgicale diffère un peu de ces situations. Les Anglais nous rappellent aussi que quand on est dans cette situation, c'est important d'avoir obtenu de l'aide, de déclarer la situation de Kiko, de paralyser votre patient. Ça va vous faciliter le geste, donc utiliser des curares. Normalement, ça aurait déjà dû être fait précédemment dans l'algorithme. Continuer de tenter de l'oxygéner, même si on sait que ça a été un peu infructueux, mais on a quand même un peu d'oxygène potentiellement qui peut passer. Et puis finalement, de prendre le bon équipement. De mettre aussi votre patient dans la bonne position, c'est-à-dire avec la colonne cervicale hyper étendue, et puis d'utiliser votre bon positionnement ergonomique. Si vous êtes droitier, vous devriez être à gauche du patient. Si vous êtes gaucher, vous devriez être à droite du patient. C'est simplement, d'un point de vue ergonomique, ça va vous faciliter la tâche. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, nos collègues anglais? C'est que quand la membrane est palpable, eh bien, vous avez ces étapes qui sont recommandées. Vous faites une incision transverse, en fait, avec une lame de bistouri large d'au moins 1 cm, une lame de 10, et vous faites une incision verticale qui incise la peau, le tissu sous-cutané qui est très faible quand elle est palpable, et la membrane directement. Et ensuite, vous faites une rotation du bistouri avec le côté coupant qui va vers les pieds du patient pour éviter les vaisseaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Vous tirez vers vous, vous changez de main, vous passez une bougie, vous passez un mandrin,
d'accord, ici. Et ensuite, vous passez un tube sur le mandrin. Ce qui est recommandé, c'est un tube numéro 6, mais vous verrez que ça fait un peu débat. On peut très bien passer un tube un peu plus petit que le 6. Quand la membrane est non palpable, alors là, c'est typiquement le patient obèse. L'idée, c'est de se rapprocher de cette membrane. Donc, on va faire une incision verticale pour éviter les vaisseaux superficiels que vous avez vus tout à l'heure, verticale, de 8 à 10 cm, il le recommande, on peut faire peut-être un peu moins. Ensuite, une dissection au doigt, à l'aveugle. Vous allez vous rapprocher de la membrane avec votre doigt, vous allez écarter le tissu sous-cutané, ça sera de la graisse, ça sera facile à écarter. Vous repérez la membrane au doigt, et la fin de la procédure est la même. Incision transverse de la membrane, rotation du bistouri, mandrin et tube. Alors il y a quelques points un peu débattus autour des recommandations anglaises. C'est la taille du tube, je vous en ai parlé un petit peu avant. Vous connaissez bien ce problème si vous faites des fibroscopies, des intubations fibroscopiques. Vous savez que si vous avez un fibroscope, un tube trop grand par rapport à la taille de votre fibroscope ou un fibroscope trop petit par rapport à votre tube, vous allez avoir un espace ici entre la pointe, l'extrémité de votre tube endotrachéal et le fibroscope. Ici, en l'occurrence, c'est le mandrin. Et ben là, c'est pareil. Et ce problème d'espace, pour la fibroscopie, ça va buter contre les arythénoïdes et puis ça vous empêche de descendre le tube. Et puis dans une cricothyroïdotomie, cet espace va vous faire buter sur les tissus mous et ça va moins bien passer dans l'incision que vous aurez faite. Donc voilà, des auteurs disent qu'il vaut mieux mettre, en fonction du mandrin qu'on a, un tube 5 où on a moins cet espace, ou carrément utiliser une canule de trachéotomie qui a une ergonomie, et vous voyez un biseau qui fait qu'elle va beaucoup mieux coulisser dans l'incision. Et puis finalement, il y a le problème de l'incision verticale, 10 cm pour nous anesthésistes, ça fait un peu peur de couper le cou verticalement 10 cm. Une étude ici sur un modèle simulé porcin avec des anesthésistes qui se sont entraînés, 55 anesthésistes qui se sont entraînés à faire, eh bien l'incision de 6 cm était suffisante sur ce modèle qui recrée en fait un modèle où la membrane est non palpable, donc par exemple un cou de patient obèse. Alors peut-être que c'est aussi associé à moins de complications, moins de saignements si on fait une incision de 6 et pas de 10 cm. Alors j'arrive à la fin de ce topo. En conclusion, c'est un geste rare qui est effectué en urgence et dans le stress, et donc il y a un risque élevé de tunnelisation. On ne veut pas faire le geste, ou on ne réalise pas que c'est le moment de faire le geste, donc il y a des défaillances de facteurs humains et des échecs techniques également, comme vous avez vu. On pourrait en faire un topo à part entière de ceci. La technique chirurgicale, pour moi, elle présente vraiment de nombreux avantages, et je crois que les médecins anesthésistes réanimateurs devraient maintenant s'y mettre. Et ça passe entre autres par une bonne formation. Je crois qu'aujourd'hui vous avez des ateliers, Jacques il a des ateliers là-dessus, donc allez-y. Les canules avec jet ventilation, petite canule avec jet, il faut oublier. Elles sont peu efficaces et dangereuses. Les grosses canules sur aiguille, elles sont également dangereuses. Et puis finalement, la technique de Zeldinger paraît attractive pour nous, mais elle est plus lente et elle est un peu moins efficace que la technique chirurgicale. Voilà, je vais m'arrêter là.